Bonjour à tous, comme François l'a dit, donc je suis Nina Cuniès, je suis PH d'anesthésie au centre hospitalier de la Côte Basque et on m'a chargé de parler d'hypertension pulmonaire et on m'a posé deux questions, c'était comment la dépister et quand s'en inquiéter. Alors déjà pour commencer, pourquoi parler d'hypertension pulmonaire en congrès d'anesthésie? On peut se poser la question en effet parce que c'est tout de même une pathologie qui est assez rare mais qui est de mieux en mieux diagnostiquée, avec des examens d'imagerie cardiaque qui sont de plus en plus performants, un seuil de la maladie qui a été abaissé pour pouvoir la diagnostiquer plus précocement. Elle est mieux connue sur le plan physiopathologique et cela a permis des progrès thérapeutiques majeurs dans les années 2000, avec l'émergence des thérapies spécifiques qui ont fait leur preuve sur l'amélioration de la qualité de vie, des symptômes et de la survie. Et cette amélioration du pronostic des patients, elle a permis de les rendre éligibles pour un nombre de chirurgies croissant. Et si on regarde dans la littérature les articles sur le management périopératoire de l'hypertension pulmonaire en chirurgie non cardiaque, on se rend compte qu'à partir des années 2015, il y a eu une franche augmentation du nombre de publications à ce sujet. Et il faut en parler également parce que c'est une pathologie qui est complexe, grave, avec une morbidité et une mortalité périopératoire élevée. Et donc, il faut en parler également en congrès d'anesthésie parce que ce n'est pas une pathologie qui est réservée au CHU. Si on prend notre exemple local, sur le centre hospitalier de la Côte Basque, entre 2020 et 2024, on a eu 13 patients qui se sont présentés avec une hypertension pulmonaire à la consultation d'anesthésie, 10 avaient une maladie connue et traitée, et 3 ont été dépistés à la consultation d'anesthésie. Tous ont eu une discussion pluridisciplinaire préopératoire, qui a mené pour 3 d'entre eux à un transfert en CHU pour chirurgie, 7 ont été opérés sur le CHCB, 2 se sont vus proposer des gestes à minima sans anesthésie et un patient a été récusé sans geste alternatif possible. Alors comment la dépister? C'est la première question qu'on m'a posée et pour la dépister, il faut déjà savoir ce que c'est. Et donc l'hypertension pulmonaire, c'est la conséquence de diverses pathologies dont l'évolution est commune vers une augmentation chronique de la pression de l'artère pulmonaire. Elle se définit par une pression de l'artère pulmonaire moyenne supérieure à 20 mm de mercure au cathétérisme cardiaque droit. Et pour comprendre la maladie, il faut regarder les déterminants de la PAP, que sont le débit cardiaque, les résistances vasculaires pulmonaires et la pression capillaire pulmonaire. En cas d'augmentation des résistances vasculaires pulmonaires, on parlera d'hypertension pulmonaire précapillaire, dont le mécanisme est soit une vasoconstriction et une sténose progressive de l'artère pulmonaire dans l'hypertension artérielle pulmonaire, qui est d'origine idiopathique, héréditaire ou associée à des maladies systémiques, soit à une vasoconstriction pulmonaire hypoxique dans le groupe 3, soit à une maladie thromboembolique chronique ou à un mécanisme multifactoriel ou incertain. En cas d'augmentation des pressions capillaires pulmonaires, on parlera d'hypertension pulmonaire post-capillaire qui correspond aux insuffisances cardiaques de gauche évoluées. L'évolution de la maladie, il est caractérisé par une augmentation progressive des résistances vasculaires pulmonaires. À un stade précoce de la maladie, l'augmentation des résistances vasculaires pulmonaires, elle est modérée et donc elle a peu d'influence sur le ventricule droit et le patient est alors asymptomatique. Puis, les résistances vasculaires pulmonaires augmentent progressivement et obligent le ventricule droit à s'adapter à cette augmentation de post-charge et il s'hypertrophie. Au repos, la situation est compensée, mais elle se décompense dès lors qu'il existe une augmentation des besoins en oxygène. Et donc, c'est là qu'apparaissent les symptômes à l'effort. Si ces résistances vasculaires pulmonaires continuent d'augmenter, le ventricule droit ne va plus être en capacité d'encaisser cette augmentation de post-charge et va progressivement se dilater, puis cela va se reporter sur l'oreillette droite et la veine cave, et c'est là qu'apparaissent les symptômes congestifs. Au fur et à mesure, le ventricule droit ne va plus être en capacité de maintenir un débit cardiaque suffisant, et on va arriver au stade terminal de la maladie, où il y aura une insuffisance cardiaque droite chronique, et les symptômes seront permanents. Ce qui est important de constater, c'est qu'à partir du deuxième stade de la maladie, tous les facteurs qui vont venir influer sur les conditions de charge du ventricule droit vont pouvoir précipiter le patient en insuffisance cardiaque aiguë. Et ce qu'il est important de remarquer aussi, c'est que finalement, les meilleurs marqueurs d'évolution de la maladie, ça va être le débit cardiaque et la pression de l'oreillette droite, contrairement à la PAP qui finit par diminuer au stade terminal de la maladie. Les mesures thérapeutiques, elles comprennent des mesures générales qui sont communes au traitement de l'insuffisance cardiaque, mais surtout des thérapies spécifiques. Ce sont des vasodilatateurs pulmonaires qui ont fait leur preuve dans les groupes 1 et 4 de la maladie.
mais ils ont de nombreux effets indésirables et du coup ils seront prescrits seulement à des patients jeunes avec peu de comorbidité. Chez ce type de patient-là, en cas d'échec des traitements spécifiques, on pourra proposer parfois un traitement interventionnel tel que la transplantation pulmonaire ou cœur-poumon dans les groupes 1 et 4 et la thromboendartérectomie de l'artère pulmonaire dans les hypertensions pulmonaires thromboemboliques chroniques. Chez les patients qui ont une hypertension pulmonaire secondaire à une maladie respiratoire ou une cardiopathie gauche évoluée, le traitement sera surtout la prise en charge de la maladie causale. Alors, comment la dépister quand vous êtes en consultation d'anesthésie ? Eh bien, il va vous falloir cibler les patients qui ont une pathologie à risque d'évoluer vers une hypertension pulmonaire, et ce, associés à des symptômes évocateurs de la maladie, à savoir une dyspnée d'effort puis de repos, l'apparition de syncope, d'une hémoptysie, de signes congestifs droits. Le bilan de débrouillage que vous pouvez lancer dès la consultation d'anesthésie, ça va être la prise d'une saturation en oxygène, un électrocardiogramme, un bilan biologique avec un NT-proBNP, la créatininémie, un bilan hépatique, une gazométrie artérielle, et bien sûr, il vous faudra envoyer votre patient chez le cardiologue en demandant une échographie transthoracique, en précisant bien ce que vous recherchez. Le cardiologue, à la consultation, à l'échographie, il va rechercher des critères morphologiques d'hypertension pulmonaire, à savoir une hypertrophie du ventricule droit, une dilatation des cavités cardiaques droites, un épanchement péricardique. Il va essayer d'estimer les PAPS s'il existe un flux d'insuffisance tricuspidienne exploitable, et il va évaluer la fonction ventriculaire droite avec la mesure du pic de Londes à l'anneau et le TAPS. En cas de forte probabilité d'hypertension pulmonaire, le seul examen qui permet le diagnostic de certitude, c'est le cathétérisme cardiaque droit, mais c'est un examen qui est invasif et risqué et qui ne sera proposé aux patients que s'il modifie la prise en charge thérapeutique, à savoir surtout l'éligibilité à une thérapie spécifique, et donc ce seront surtout les patients jeunes avec peu de comorbidité et un groupe 1 et 4 à qui on fera cet examen, et le plus souvent en centre de référence. L'IRM cardiaque, de par son caractère non invasif et qui est un très bon examen pour détailler la morphologie et la fonction cardiaque droite, c'est en train de devenir un examen majeur dans le suivi des hypertensions pulmonaires. Et les examens qui vont être indispensables dans l'évaluation initiale et le suivi des patients, ça va être les examens de tolérance à l'effort. Et bien sûr, il faudra réaliser le bilan étiologique de la maladie. Et donc, avec tous ces paramètres, les sociétés européennes de cardiologie et de pneumologie, ils ont mis en place un score de stratification du risque stratification du risque de mortalité à 1 an, qui regroupe des critères cliniques, des critères de capacité à l'effort et de fonction ventriculaire droite avec des examens biologiques, d'imagerie et hémodynamique au cathé droit. Et ce score, en fait, il permet de catégoriser le patient dans 3 catégories, risque faible, risque moyen et risque élevé. Et c'est l'outil de référence dont il se sert dans les recommandations pour élaborer la stratégie thérapeutique du patient. Et vous remarquerez que dans ce score, les PAPM ne sont pas présentes comme marqueurs d'évolution de la maladie. Et ensuite, ils ont créé un score simplifié qui se base sur seulement 3 critères non invasifs et simples, le score de dyspnée OMS ou NYHA, le test de marche de 6 minutes et le NT-proBNP. Et avec ce score, ça leur permet de faire le suivi rapproché des patients. Alors, quand s'en inquiéter, eh bien, c'est vrai qu'en tant qu'anesthésiste, quand on nous parle d'hypertension pulmonaire et de chirurgie, notre réflexe est de s'inquiéter systématiquement, et probablement à raison, parce que si on regarde au bloc opératoire tous les facteurs qui vont venir influencer sur les conditions de charge du ventricule droit, que ce soit ceux qui vont augmenter les résistances vasculaires pulmonaires et donc la post-charge du ventricule droit, comme la douleur, l'hypothermie, la mise en ventilation mécanique, l'hypoxémie, l'hypercapnie, l'acidose, ou encore les facteurs qui vont diminuer le retour veineux et donc la précharge du ventricule droit, comme le saignement, nos drogues d'anesthésie, la mise sous célioscopie, ou encore les facteurs qui vont venir influer sur la volémie du patient, on se rend compte que tous ces facteurs sont très présents au bloc opératoire et vont de façon combinée réaliser un cocktail explosif pour entraîner une défaillance cardiaque droite. Et la littérature nous donne raison, parce que si on regarde les chiffres de morbidité et de mortalité périopératoire, ils sont très élevés, avec en chirurgie programmée une morbidité aux alentours de 3 à 17% et une mortalité qui va de 2 à 4,5%, et des chiffres qui sont multipliés par 10 dès qu'on passe dans un contexte d'urgence. Mais on va voir qu'il existe des facteurs bien établis dans la littérature qui vont nous aider à prédire le risque périopératoire de chaque patient. Donc vous avez d'abord des facteurs de risque liés au patient. Et donc, dans cette revue de la littérature qui a été publiée dans l'European Respiratory Journal en 2021, les facteurs principaux qui ressortaient, c'était dans les critères cliniques la présence d'une hypertension artérielle pulmonaire
un antécédent d'embolie pulmonaire, une coronaropathie, une insuffisance rénale chronique. Dans les critères fonctionnels, on avait une dyspnée NYHA 3 ou 4 et un test de marche de 6 minutes inférieur à 400 mètres. Dans les critères paracliniques, on avait un NT-proBNP supérieur à 300 et au cathétérisme cardiaque droit, une PAPM supérieure à 45 ou un index cardiaque inférieur à 2. Et en parallèle, au CHU de Toulouse, on avait réalisé avec l'équipe de référence en hypertension pulmonaire une étude qu'on avait présentée au Congrès international de l'ERS en 2020. Cette étude, c'était une étude observationnelle rétrospective sur 43 patients qui avaient une hypertension pulmonaire des groupes 1 et 4 en chirurgie non cardiaque. Les facteurs de risque qu'on avait retrouvés, c'était une obésité, la présence d'une oxygénothérapie au long cours, une hypertension pulmonaire décompensée en préopératoire, un patient qui avait au moins deux thérapies spécifiques. Dans les critères fonctionnels, il y avait, comme dans les études précédentes, un score NYHA à 3 ou 4. Et les examens paracliniques prédictifs de complications majeures, c'était le NT-proBNP, le TAP, c'est la surface de l'oreillette droite à l'échographie, et la PAPM et la POD au cathétérisme cardiaque droit. Et un des résultats intéressants de cette étude, c'était que, comme facteur de risque principal qui ressortait le plus dans cette étude, c'était un score RSESC de mortalité à 1 an intermédiaire ou élevé. Et finalement, ce n'était pas très étonnant que ce score ressorte parce que dans ce score, la majorité des facteurs de risque qui étaient présents dans ce score, c'était dans cette étude, dans les études précédentes, des facteurs de risque indépendants de morbimortalité périopératoire. Et donc, on en avait conclu que ce score pouvait être un outil intéressant pour prédire le risque périopératoire de ces patients pour nous, les anesthésistes. Et ensuite, on a les facteurs de risque liés à la chirurgie. Et là, dans toutes les études précédentes, ce qui sort principalement, c'est 3 facteurs. C'est la réalisation d'une chirurgie en urgence, une anesthésie prolongée et une chirurgie à risque intermédiaire ou majeur. Et donc, il y a une équipe de pneumologie de Johns Hopkins aux États-Unis qui a publié cette étude en 2021 dans l'ERJ. Et eux, ils ont essayé de combiner, de faire un score qui combinait des facteurs de risque liés aux patients et liés à la chirurgie. Et donc, ils ont créé ce score qui reprend en fait le score simplifié de l'ERS avec les 3 critères simples et non invasifs que sont le score NYHA, le test de marche de 6 minutes et le NT-proBNP, auquel ils ont associé le score de risque chirurgical de la Société américaine de cardiologie. Et donc ce score, il allait de 0 à 7, et ils avaient montré qu'un score supérieur à 4 était prédictif de complications majeures. Ce qui est intéressant de voir dans cette étude, c'est l'importance qu'ils avaient accordée au risque chirurgical, qui à lui seul valait 4 points. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que dans cette étude, ils avaient essayé de créer un score combiné mais avec plus de paramètres. Ils avaient pris ces 4 critères-là auxquels ils avaient rajouté des critères échographiques et hémodynamiques au côté droit. Et finalement, ce score très complet, il était moins bon, il était moins performant pour prédire les complications périopératoires. Et avec toutes ces notions sur ces facteurs de risque, la question qui n'a pas été posée dans ce topo, mais qu'on se pose un petit peu tous, qui est un peu sous-entendu, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant avec notre patient? Est-ce qu'on l'opère sur place? Est-ce qu'on le transfère? Est-ce qu'on le récuse? Et donc, bien sûr, il n'y a pas de réponse évidente à cette question. Et ce qu'il va falloir, c'est surtout discuter en pluridisciplinaire, sachant qu'il va y avoir 2 catégories de patients pour lesquels la discussion sera assez simple, entre guillemets. Ça va être d'un côté les patients qui vont tirer le plus de bénéfices d'un transfert en centre de référence, parce qu'ils vont pouvoir avoir une gestion par des spécialistes d'organes de leur insuffisance cardiaque droite aiguë, qui vont pouvoir avoir une combinaison de thérapies spécifiques qui sont maîtrisées par ces spécialistes, qui vont être sur un plateau technique qui donne accès à une assistance circulatoire dans l'attente d'une transplantation. Et ces patients-là, ce seront surtout donc des patients jeunes, avec peu de comorbidité, une hypertension pulmonaire souvent du groupe 1 et 4, et avec une maladie évoluée, donc un score ERSESC intermédiaire ou élevé, est prévu pour une chirurgie à risque intermédiaire ou élevé. À l'opposé, vous aurez des patients qui tireront le moins de bénéfices de ce transfert en centre de référence parce que ce ne seront pas des patients éligibles à une thérapie maximaliste et donc ce sera surtout des patients âgés avec de multiples comorbidités, le plus souvent avec une maladie respiratoire ou cardiaque gauche évoluée et qui ne seront pas réanimatoires. Et c'est surtout finalement les patients qui vont être au milieu de ces 2 catégories pour lesquels il faudra le plus discuter. Et là, votre discussion devra prendre en compte la chirurgie, l'anesthésie que vous allez pratiquer, le plateau technique dont vous disposez, l'avis du spécialiste, l'avis de votre équipe de réanimation. Et donc, le BJA, ils ont fait une revue de la littérature avec un consensus d'experts qu'ils ont publié en 2021, où ils concluent leur article en posant 11 questions qu'il faut aborder et régler avant de mettre un patient qui a une hypertension pulmonaire sur table.
La première, c'est est-ce qu'il faut vraiment opérer ce patient ou est-ce qu'il existe un geste alternatif moins invasif? Ensuite, quel est le bénéfice-risque de la chirurgie compte tenu de la survie liée à la maladie? Est-ce que cette maladie elle est stabilisée? Est-ce que les traitements ils ont été optimisés en préopératoire? Est-ce qu'il faut réévaluer votre patient sur le plan paraclinique? Est-ce que la famille et le patient sont informés des risques de l'opération et consentent à la prise en charge? Quel est le choix de la meilleure technique d'anesthésie et de la meilleure technique chirurgicale? Comment vous allez monitorer votre patient? Comment vous allez gérer ces complications en périopératoire et quel est le niveau d'engagement thérapeutique de votre patient? Et comment vous allez le gérer en post-opératoire, dans quel service vous allez l'hospitaliser, comment vous allez gérer ces traitements. Et donc, après avoir répondu à toutes ces questions, vous allez pouvoir régler la question principale qui est de où opérer votre patient. Donc, pour conclure cette présentation, ce qu'il faut retenir, c'est que l'hypertension pulmonaire, c'est une pathologie rare, mais avec un pronostic en amélioration et donc un nombre de patients proposés pour une chirurgie qui est en augmentation. Le tournant de la pathologie, c'est principalement l'altération des mécanismes de compensation du ventricule droit, dont les marqueurs d'évolutivité sont l'altération des tests fonctionnels, l'élévation de la POD et la diminution du débit cardiaque. La morbidité et la mortalité périopératoire sont élevées et il est indispensable de réaliser une discussion pluridisciplinaire pour ces patients. Vous pouvez vous aider pour décider de la prise en charge du score de risque de mortalité à 1 an de l'ERSESC. Et les patients qui bénéficieront le plus d'un transfert en centre de référence, ça va être un patient jeune, avec peu de comorbidité, une maladie évoluée, et le plus souvent du groupe 1 ou 4 de la classification. Je vous remercie de votre attention.